Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule d'une série de 4 à propos de la rédaction de la problématique. D'ailleurs, la capsule d'aujourd'hui, je pourrais l'intituler autrement parce que dans le fond, c'est même la rédaction de l'ensemble du projet de mémoire et de thèse parce que vous allez voir, ça concerne pas mal toutes les sections qu'on retrouve dans notre projet. Je m'appelle Priscilla Boyer, je suis professeure au département des sciences de l'éducation et spécialiste de la didactique du français, donc c'est vraiment à ce titre-là que je m'intéresse à l'écriture de la problématique. Avant de commencer et avant d'aller plus loin, j'aimerais ça vous poser une question par rapport à ces deux extraits. Je vais vous les lire, puis on en discute. Alors, je ne suis pas d'accord avec Rabatel sur ce point. Je considère que la notion d'énonciation telle qu'il la présente n'est pas suffisante pour englober tous les phénomènes relatifs au positionnement de l'auteur. J'aimerais ça savoir quel des deux extraits vous préférez. Je vais lire le deuxième. La notion d'énonciation présentée par Rabatel n'est pas suffisante pour englober tous les phénomènes relatifs au positionnement de l'auteur. En fait, quand je présente ça en classe à mes étudiants et toujours dans un contexte de rédaction scientifique, évidemment, j'ai généralement des réponses, c'est le deuxième extrait que les étudiants préfèrent ou considèrent mieux que le premier. Évidemment, la différence entre les deux tient à peu de choses. Hein. Il tient à la présence du pronom « je », et à certains verbes comme verbe d'opinion, hein, je ne suis pas d'accord, ou un verbe d'énonciation, je considère. Mais dans les faits, c'est exactement le même contenu dans le premier extrait que dans le deuxième. C'est la même chose qui est dite. C'est un argument qui n'est pas fondé pour l'instant. Peut-être que la suite du texte le démontrerait avec d'autres garanties pour le lecteur, mais pour l'instant, c'est une opinion là, qui est présentée dans les deux cas. Mais le deuxième donne l'impression ou le sentiment que c'est plus vrai, ou plus objectif, ou que plus scientifique même à la rigueur. Pour moi, ça, c'est un artifice de la langue, mais c'est intéressant d'en prendre conscience. C'est de ça dont on va parler dans cette capsule, en fait. Je l'englobe, ce phénomène-là, c'est le phénomène qu'on appelle d'effacement énonciatif, mais je l'englobe dans un phénomène beaucoup plus large, qui est le positionnement de l'auteur ou de l'autrice à l'intérieur de son texte. À quelle place est-ce que vous devez occuper à l'intérieur de votre texte comme chercheur, comme scripteur, comme argumentateur? Et c'est des phénomènes qui dépassent largement l'effacement énonciatif. En fait, à chaque fois que vous êtes en train d'argumenter, d'interpréter des résultats, c'est vous qu'on sent là, à travers le texte. Et ça fait partie de la stratégie argumentative. C'est ça que j'appelle la face cachée de la stratégie argumentative, parce qu'en fait, pendant qu'on est en train de lire votre problématique ou l'entièreté de votre mémoire, on est en train aussi de se construire une image de qui vous êtes comme étudiant. Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous maîtrisez du sujet? Et cette construction-là vient teinter la valeur qu'on accorde ou pas à votre projet. Donc, c'est particulier. Puis je sais que vous êtes préoccupé par ça parce que je l'entends souvent. Est-ce que je peux écrire au « je », est-ce que je peux écrire au « nous », quel ton je dois adopter dans le texte. Hein? C'est pas facile de maîtriser cette écriture-là. C'est une caractéristique quand même assez forte là, des textes scientifiques. Donc, le positionnement de l'auteur, c'est quoi? Bien, entre autres, c'est tout ce dont on a parlé depuis le début. Donc, défendre son projet, argumenter, interpréter, utiliser des raisonnements ou des procédés argumentatifs. C'est tout ce qui concerne la construction du discours, mais c'est aussi tout ce qui concerne la clarification de la posture épistémologique. Donc, comment je me situe dans le champ de ma discipline? Quelles sont mes affiliations? À quel cadre théorique je me réfère? À quel auteur? Qui m'a inspiré? Face à qui je suis en rupture? Hein? Donc, face à quel auteur je suis plus critique, par exemple. Donc, c'est quand même assez complexe, puis c'est pour ça que je dis que ça se retrouve partout, parce que, oui, en problématique, on peut le retrouver, mais aussi en cadre théorique et aussi en méthode. Lorsqu'on vient affirmer justement de façon plus claire comment nous, on conçoit la construction du savoir. Est-ce qu'on découvre quelque chose ou est-ce qu'on construit une réalité? Ça change complètement notre façon de concevoir la recherche. Ça change nos choix méthodologiques. Ça a une influence vraiment très, très importante dans le cadre de notre projet. Et ça peut changer la façon dont on se positionne comme chercheur à l'intérieur du projet. Si je pense que le savoir se construit
et non pas qu'il se découvre. Donc, c'est pas qu'il existait, mais c'est tout simplement que c'est une construction sociale. À ce moment-là, ma subjectivité est importante comme chercheur. Parce que qui je suis pour faire cette construction-là. Donc, je dois le clarifier avec mon lecteur. Je vais vous donner un exemple qui est quand même très parlant. Je ne sais pas si vous voyez bien l'extrait, mais c'est un extrait tiré d'une thèse de Vien, publiée en 2019, où, dans cet extrait-là, elle précise qu'elle est à la fois chercheur, mais aussi accompagnatrice pédagogique, donc conseillère pédagogique d'une certaine façon, et qu'elle doit faire attention à son parcours professionnel de conseillère pédagogique pour pas que ça vienne teinter son interprétation des résultats. Donc, elle prend la peine, dans le corps de sa thèse, de nous clarifier en fait qui elle est comme chercheur pour justement que les biais soient un peu plus contrôlés, on va dire ça comme ça, ou en tout cas que le lecteur la connaisse un peu mieux et comprenne un peu plus c'est quoi son parcours. Donc ça, c'est intéressant. Comment voulez-vous faire un passage de cette nature sans le jeu? À ce moment-là, ça devient presque une obligation de parler de soi au nous, à ce point-là, et de nature aussi personnelle. C'est pas impossible, là, mais c'est un peu contradictoire. Je reviens sur les éléments en lien avec le positionnement de l'auteur. Donc, oui, clarifier sa posture, oui, défendre la valeur de sa recherche, mais dans la capsule d'aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans un phénomène en particulier qui est celui de l'effacement énonciatif ou pas. Hein? Et à travers ça, on va pouvoir voir c'est quoi les rôles que, comme énonciateur, donc comme communicateur, quels sont les rôles qu'on endosse à l'intérieur du projet, qui sont dans le fond les zones sensibles ou difficiles en rédaction où on a des décisions à prendre de cette nature. Donc, la vraie question, c'est jusqu'à quel point devez-vous vous effacer à l'intérieur de votre texte? Bien, c'est pas moi qui va vous donner la réponse. C'est pas moi qui va vous donner la réponse parce que c'est extrêmement variable d'une discipline à l'autre. Et il y a des disciplines qui sont très, très rigides sur cette question-là, qui refusent de voir même un « nous » à l'intérieur du texte, aucune trace de subjectivité. Il faut vraiment que le texte ait une apparence de neutralité absolue. Et il y a des champs, d'autres disciplines pour lesquelles, bien, au contraire, le chercheur est participant et dans la construction de savoir avec les participants de sa recherche. Donc, il y a vraiment des types de recherche où on n'a pas, ou des champs disciplinaires où on n'a pas cette contrainte. Moi, je me suis amusée à aller voir, juste pour les sciences de l'éducation, qui était mon domaine, les 10 dernières thèses qui ont été publiées dans le réseau des UQ, des Universités du Québec. Et on peut voir que l'effacement énonciatif est quand même une norme dans les sciences d'éducation, où on a une seule thèse qui était écrite au « je », celle de Mme Vien. On a 5 thèses écrites au « nous », donc ça, c'est moi. Moi aussi, ma thèse, je l'avais fait avec le « nous ». Et puis, on a quand même 4 thèses où on n'a aucun pronom, là. On a une distanciation comme presque maximum qui est présentée. Faites l'exercice. Allez voir dans votre discipline. Allez chercher les 10 dernières. C'est facile, la recherche se fait très, très bien avec CTRL-F. Tapez « nous », puis vous allez le voir tout de suite. Pour observer, c'est quoi les normes. Vous pouvez aussi en parler avec votre directeur parce que parfois, les directeurs, quand même, c'est eux qui vous guident, sont au courant aussi des traditions, des codes à l'intérieur de la discipline, puis parfois, ils ont des représentations aussi de l'écriture scientifique. Donc, il faut avoir ce dialogue-là avec notre direction, très certainement. Je vous donne un exemple d'éléments un peu étranges que ça fait lorsqu'on essaie d'enlever absolument toute trace d'énonciateur à l'intérieur d'une thèse, qui est tout de même bien un projet de recherche qu'on a mené, hein, qui sont notre analyse et nos interprétations. C'est un petit extrait court, mais ça en dit long. Dans cette deuxième mise à l'essai, l'auteur de cette thèse a joué le rôle d'expérimentateur pour 2 séances. Donc, on a une espèce d'effet de distanciation où on parle de soi en se nommant auteur de la thèse, hein, et expérimentateur. Donc, il aurait été peut-être un peu plus simple de dire « nous avons joué le rôle de » ou « j'ai joué le rôle de », mais
Bon, on voit que c'est un dogme très, très fort. Pourtant, c'est une visée qui est vraiment contradictoire avec l'idée qu'on argumente. Donc, si on argumente, c'est qu'on met de soi là-dedans. Hein? C'est pas un texte neutre qu'on présente. Sauf que cette efficacité argumentative repose sur la capacité qu'on a à se mettre à distance, à prétendre que ce qu'on présente, ça ne vient pas de nous et que ça existe en dehors de nous. Alors, ça pose vraiment des questions intéressantes de nature épistémologique notamment. Alors, c'est quoi l'effacement énonciatif? Bien, c'est une stratégie. Pour moi, je pourrais presque dire, comme la magie, là. L'énonciateur a disparu, c'est un peu de l'esbrouffe. Et ça consiste à gommer la présence de l'énonciateur ou de l'énonciatrice dans le texte, à faire un peu semblant que le texte est écrit par lui-même. Et comme je disais, c'est variable selon les disciplines, mais aussi selon l'expertise, parce que les étudiants, on constate dans la recherche, les étudiants ont tendance à se conformer davantage aux normes, et on les comprend, hein, sont évalués, n'est-ce pas? Et bon, il y a beaucoup d'années de travail qui reposent sur cette évaluation. Alors, on aimerait bien mettre les chances de notre côté. Alors qu'à un moment donné, quand l'expert devient un peu plus reconnu, puis bon, il n'y a plus rien à prouver d'une certaine façon, bien là, il se permet davantage de se placer dans le cadre de son texte. Alors, on voit que le je, le nous, la familiarité, disons, avec le lecteur réapparaît dans des textes chez certains experts. C'est intéressant de voir cette différence-là. Mais il faut retenir, en fait, que jamais l'énonciateur va complètement être disparu d'un texte. Hein. Même quand il n'y a pas de je, de nous, même quand on a l'impression qu'on a le texte le plus neutre possible, on sent tout de même la présence de quelqu'un derrière qui a fait cette construction-là. Donc, ça va être un effacement jamais totalement disparu, jamais non plus totalement absolu. Il va être plus ou moins fort à l'intérieur de notre texte. Comment ça se manifeste? Bien, tellement de phénomènes langagiers sont impliqués là-dedans. Depuis tantôt, je parle du je, du nous, mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. On peut utiliser évidemment des déterminants possessifs, notre recherche, ma recherche, mais on peut aussi laisser passer un peu de notre opinion avec des adjectifs, des adverbes. Malheureusement, c'est une recherche très importante. Donc, en faisant ça, on est en train d'interpréter, là, on est en train de donner certains... il serait souhaitable, tu sais, on est en train de laisser transparaître un peu notre opinion. On peut retrouver des verbes, évidemment, d'énonciation qui vont montrer qu'il y a quelqu'un qui est là, mais les temps de verbe aussi peuvent donner le ton. Hein? Quand on dit « il semblerait que », ben, on met une certaine distance avec ce qu'on va dire parce qu'on utilise le conditionnel, ça montre qu'on n'est peut-être pas d'accord avec ce qui s'en vient ou en tout cas, on y va avec prudence et nuance. On peut retrouver aussi des types et des formes de phrases, là, des phrases interrogatives, par exemple des phrases interrogatives rhétoriques qui sont très engageantes avec le lecteur. Hein? On y pose une question, puis on répond à la question à laquelle on a posé tout de suite après. Donc, on en retrouve, puis il y a certains domaines dans lesquels les phrases rhétoriques sont, les interrogations de cette nature-là sont beaucoup plus présentes que dans d'autres. Et plus exceptionnellement, on peut trouver de l'impératif. Hein? Voyons ensemble ce qu'il en est. Donc, on exhorte quelqu'un à faire quelque chose. Hein? On amène notre lecteur avec nous. On peut retrouver aussi des phrases exclamatives. C'est beaucoup plus rare, mais j'ai lu un mémoire hier dans lequel il y en avait. Donc, à ce moment-là, on sent l'opinion est beaucoup plus forte et tranchée. Puis enfin, il y a toutes sortes d'effets de style. Je ne pourrais pas tous les nommer, mais il y a plein d'éléments là, dans lesquels on pourrait avoir sentir la présence de l'énonciateur. Et où il se manifeste, c'est là que ça devient intéressant pour nous, parce que dans le fond, on endosse des différents rôles à l'intérieur de notre texte, et c'est à ces moments-là cruciaux que là, on sent le besoin d'utiliser le « nous » ou de se mettre à l'intérieur de ce texte-là. Donc, je vous les indique, ça peut peut-être vous aider ou vous guider. Le premier rôle qu'on endosse, c'est lorsqu'on parle de notre recherche, lorsqu'on parle des actions qu'on a faites dans notre recherche. C'est assez neutre. Hein? J'analyse, j'examine, je compare, nous analysons, nous examinons, nous comparons.
nous posons une question, ou une question a été posée, les données ont été analysées. Hein, même si je n'ai pas le « nous » qui est là, c'est qui a analysé les données, c'est quand même bien l'auteur de la thèse. Donc, ça reste que ce sont des actions neutres et c'est à ces moments-là qu'on parle de soi à l'intérieur du texte, puisqu'on est dans les étapes de la recherche qu'on a menée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle aussi, on utilise aussi le « nous », si vous voulez, ou le « je », à quelques reprises, entre autres, pour guider le lecteur dans le texte. Hein. On agit un peu comme du scripteur. On n'est pas dans le temps de la recherche, on est plutôt dans le temps de la lecture et on accompagne notre lecteur dans cette lecture-là. Et on va lui dire, attention, j'en ai pas parlé tout de suite, mais je vais en parler dans tel chapitre, va voir à l'annexe, on peut faire une espèce de synthèse. Nous avons vu précédemment que dans la prochaine section, on va voir que. Ce qui est intéressant, c'est que c'est culturel, cette dimension-là. Donc, il y a eu de l'analyse qui a été faite sur des textes nord-américains et des textes européens. Et on voit vraiment une différence entre les deux. Les textes européens guident beaucoup moins le lecteur et sont plus résistants que les textes nord-américains où on a vraiment à peu près à chaque paragraphe une information. C'est là qu'on est rendu, c'est là qu'on s'en va, inquiète-toi pas, ça c'est la conclusion, puis tout est très... presque rentré dans un dogme, là, c'est très, très serré. On ne peut pas trouver un article, puis le Québec est nord-américain, où on n'aurait pas une introduction qui nous résume ce qui s'en vient, puis une conclusion qui ramasse tout ce qui a été dit, alors que ça se peut très bien dans des textes européens. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux dans notre façon de prendre le lecteur par la main. Et si j'avais un conseil à vous donner, prenez-le par la main, votre lecteur. Dites-lui ce qui s'en vient. Placez les choses parce que ça va même vous aider vous-même à clarifier les différentes sections de votre projet et donc à aider votre écriture. Ça ne va pas seulement aider votre lecteur, mais ça va vous aider vous aussi à rédiger. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et le dernier, c'est le plus important et c'est là que les étudiants ont un peu plus de difficulté à investir cet aspect. C'est lorsque vous endossez le rôle d'argumentateur, vous donnez votre opinion, vous portez un jugement sur cette étude, vous portez un jugement sur une situation, vous concluez quelque chose, vous avez présenté des faits puis vous en tirez une conclusion, présentez votre argumentaire. Donc, ça traverse complètement le projet de A à Z, là, du début à la fin de votre thèse, de votre mémoire, de votre essai. Mais c'est là où, des fois, les étudiants ont de la difficulté à s'engager parce que qui suis-je pour critiquer une recherche, pour critiquer un expert ou un autre chercheur? Bien, vous êtes un spécialiste de votre domaine, vous avez le droit de le faire. Faites-le bien, fondez votre argumentaire, mais engagez-vous dans votre projet, commettez-vous à l'intérieur de votre projet. Donc, on va le retrouver beaucoup en problématique parce que justement, on défend un projet, hein, n'est-ce pas? Puis on va le retrouver beaucoup dans le chapitre de discussion parce que là, les résultats que vous avez obtenus, vous les interprétez à la lumière de vos connaissances, du cadre théorique que vous allez avoir élaboré, etc. Donc ça, c'est vraiment les places là, où on peut sentir la présence du scripteur ou de l'énonciateur. Quel effet ça a sur le lecteur? Bien, c'est très intéressant à observer parce que vous vous rappelez le petit exercice du début de la capsule. En fait, le fait de s'effacer d'un texte, cette mise à distance donne le sentiment qu'il existe quelque chose en dehors de l'énonciateur. Ça donne l'impression que c'est plus scientifique, c'est quelque chose de plus vrai. Ça peut même faire passer des opinions pour des faits. Et les chroniqueurs, inquiétez-vous pas, connaissent très, très bien la stratégie de l'effacement énonciatif et l'utilisent abondamment pour faire passer leur opinion pour des faits. Le fait d'être présent dans le texte, le fait d'assumer sa présence peut aussi avoir un effet sur le lecteur. Ça peut avoir un effet d'engagement, un plus grand engagement du lecteur dans le texte parce qu'il y a une connivence en fait, puis on sent qu'on nous parle directement, qu'on s'adresse à nous, donc on est un peu plus plongé à l'intérieur du texte. Mais ça peut pour certains lecteurs avoir un effet de moins de sérieux. Donc il faut en avoir conscience. Le meilleur truc, c'est que si vous décidez, par exemple, d'écrire au jeu,
dès le début, dès l'introduction, dès le début de la problématique, avant de commencer votre problématique comme telle, clarifiez les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'écrire au je plutôt qu'au nous dans le texte. Comme ça, le lecteur, même s'il est résistant, peut dire, bon, d'accord, je peux comprendre les raisons qui ont été mentionnées. Alors, ce serait ma recommandation parce que la réalité, c'est que l'effacement énonciatif est encore beaucoup, beaucoup la norme. Et dans certaines disciplines, encore plus que d'autres. Alors, devez-vous ou pas vous effacer? C'est pas moi qui vais le dire. Ça va être votre directeur, ça va être vous-même avec votre réflexion, avec ce que vous êtes comme chercheur, votre conception du savoir, comment vous pensez que le savoir se construit, votre conception aussi de la relation que vous établissez avec les participants de votre recherche. Donc, il y a beaucoup de paramètres à tenir en ligne de compte, mais c'est une réflexion intéressante à avoir. Il y a plein d'autres phénomènes qui relèvent du phénomène de positionnement de l'auteur, mais je pense que celui-là, c'était le plus important. Et puis, c'est pas quelque chose qui est facile à trancher. Donc, c'est une réflexion que je vous amène à avoir, mais retenez que ça fait partie de la stratégie argumentative. C'est la face cachée de cette stratégie argumentative. Alors, ça clôt notre série de quatre capsules sur la rédaction d'une problématique. J'espère que vous avez apprécié l'écoute de ces capsules et je vous souhaite bon succès dans vos études. Au revoir.